Aujourd'hui, nous allons parler de Victor Ferry. Oui, Victor Ferry, oui. Dans le monde qui vient, la place des Victor Ferry va être hautement problématique face à l'intelligence artificielle. Le docteur en rhétorique qui a le charisme de Jean Castex Voilà. Merci monsieur Castex. a eu l'incroyable idée de présenter au monde une série de vidéos dans lesquelles il s'emploie à renverser les procédés rhétoriques de personnalités publiques pour les défier sur le fond et sur la forme. Alors là, quelle formidable idée mon Victor. On savait déjà que tu avais à cœur de donner des exercices à tes abonnés pour qu'ils puissent s'améliorer, mais alors après ta première vidéo sur Bégodeau, on peut facilement se rendre compte que le premier pas vers l'élévation, c'est de se désabonner de ta chaîne, Victor. Ouais, c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors tout d'abord, tu nous donnes les objectifs de ta vidéo sur Bégodeau. Dans ce format, je vais me focaliser sur un orateur contemporain et essayer d'identifier ce qu'il y a de plus remarquable dans sa rhétorique, c'est-à-dire dans la manière dont il construit son ethos, son pathos et son logos. Une fois que j'aurai extrait cette recette, je vais moi-même l'utiliser pour défier l'orateur en question sur son terrain et avec ses armes. Et dans un second temps, vous allez avoir une partie discours où je vais m'adresser directement à l'orateur en question avec l'objectif que ça lui donne envie de me répondre et qu'on ait ainsi une belle correspondance. Alors bon, déjà on peut voir que l'idée derrière ta vidéo c'est quand même de s'attaquer au fond de la pensée d'un auteur, et non pas seulement de reproduire des outils rhétoriques pour en comprendre leur fonctionnement. Car clairement, puisque tu espères une réponse, c'est bien que ta tirade doit défier l'adversaire sur le fond, sinon c'est complètement illusoire d'attendre une réponse si le discours ne tient pas la route. Je précise tout ça pour qu'on évite de me dire « Oui mais Victor il voulait pas vraiment produire un argumentaire de qualité, il voulait juste montrer de la rhétorique ». Pour répondre à quelqu'un, il faut bien s'opposer à ce qu'il dit concrètement. Et un amoncellement de procédés rhétoriques mis bout à bout ne donne pas de manière pour répondre. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? D'ailleurs, Victor spécifie bien qu'il veut que cet échange soit argumenté, donc il compte bien opposer une vision à une autre. Et c'est justement ça qui va nous intéresser ici, puisque les péroraisons sur fond de musique mi-épique, mi-larmoyante et totalement aseptisée du docteur en rhétorique n'impressionnent que les impressionnables se rêvant impressionnants. Évidemment également que si on ne prend pas garde à l'éducation, à la santé, à la recherche scientifique, au développement et à l'entretien d'une culture d'entreprise, si on laisse s'installer une culture de l'échec, une culture de la victimisation, une culture de la culpabilité, oui, les sociétés peuvent régresser. Et c'est précisément ces moments que choisissent ces vieux serpents de mer, ces vieux boucs moribonds, pour venir diminuer la valeur de notre humanité avec leur litanie pleurnicharde. Tous les discours qui visent à nous faire croire que l'homme est mauvais, dangereux, qu'il devrait être mis sous tutelle, vivre dans la crainte de Dieu ou être cadré, comprimé par un pouvoir autoritaire, doivent être combattus avec fermeté. L'homme est une merveille de beauté, d'intelligence, de complexité et de sensibilité. Chantal. Terminares. Terminares. Et quand j'entends des trucs comme ça, En plus, Victor dissémine ici et là ses préférences idéologiques, soit pour se poser en défenseur du beau, soit pour affirmer une volonté de se dépasser pour changer le monde par exemple, rien que ça. Quand je regarde le monde, je vois le ciel bleu, je vois la grandeur des arbres, je vois l'immensité de la mer, je vois la beauté des gens que j'aime, pas des cochonneries. Regardez, quand je regarde par la fenêtre, hop, non, on ne voit pas de femmes qui copulent avec des voitures. On voit des choses qui sont belles. La rhétorique, ce n'est pas une discipline théorique. La rhétorique, c'est pas un outil pour décrypter. La rhétorique, c'est un outil pour produire. Et quand je fais des vidéos où j'analyse la rhétorique de telle ou telle personne, c'est pas pour faire le malin. C'est pas pour montrer, oulala, je suis plus malin qu'eux. Regardez toutes les erreurs que j'arrive à identifier. C'est pas ça que je fais avec cette vidéo. Ce que je fais avec ces vidéos, c'est d'extraire la valeur que je trouve chez des personnalités que je trouve intéressantes pour vous offrir cette valeur, pour vous donner envie d'être à la hauteur, de vous représenter comme des orateurs, pour vous donner envie d'augmenter votre impact sur le monde. C'est à ça que sert cette chaîne. Donc là on s'attend à du concret, à du sérieux, à une tirade qui tutoie des sommets d'éloquence et qui soit argumentée puissamment pour faire vaciller son adversaire. Donc là on va se concentrer sur la seconde partie de sa vidéo, car la description des procédés rhétoriques de Bégodeau, c'est pas trop ce qui va nous intéresser ici. Là on veut voir la capacité argumentative du personnage. Victor, on veut voir de quoi tu es fait, toi qui estimes user de la rhétorique pour influencer les gens dans le bon sens, vers le droit chemin. C'est pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Alors le premier reproche que tu fais à Bégodeau, c'est qu'il ne parle pas du réel. Il y aurait d'un côté les bourgeois et de l'autre les exploités. Ce qui me fascine chez toi, cher François, c'est ton culot. Le culot que tu as à te revendiquer du réel quand les notions que tu manipules lui tournent le dos. Ainsi, nous dis-tu, le monde s'organise en deux grandes catégories. Il y a d'un côté les bourgeois et de l'autre les exploités. Et qu'est-ce qu'un bourgeois selon toi? C'est quelqu'un qui a une boutique. Le bourgeois est celui qui a des choses à vendre et qui par conséquent a intérêt à maintenir le statu quo, le bon climat des affaires. Le bourgeois serait donc un boutiquier conservateur. Mais François,
Ça n'a pas de sens. Compte en commun le propriétaire d'une boucherie à Rouen, le petit mec qui possède une agence de com dans le 11e et le grand patron de Schneider Electric, d'Air Liquide ou de Total. Ils ont une boutique, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même imaginaire, les mêmes revendications? Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Car, monsieur. Bon alors, à peine quelques secondes et déjà une erreur grossière. La distinction bourgeois-exploité n'est pas une coupure nette et n'est ailleurs que dans des slogans jamais énoncés comme tels. Mais pour quelqu'un à la recherche de la petite phrase bien tournée, ça ne m'étonne pas trop qu'il y ait un déficit de compréhension des concepts. D'autant plus que dans cette même vidéo, Victor montre un extrait où Bégodeau explique justement qu'il y a des cas où ces catégories ne sont pas parfaitement définissables. Pourquoi le bourgeois qui gagne 2500 € est plus proche de ceux qui gagnent 15 000 € que ceux qui ne gagnent 1500? Ben ça c'est oui, parce que je pense que du coup voilà, mon livre moi ne parle pas des riches ni des ultra riches, mais parle vraiment de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie c'est large en fait, hein, c'est pas mal de gens, c'est 15-20% de la population, peut-être un peu moins. Et parmi lesquels effectivement il y a des gens qui pourraient presque stricto sensu du point de vue de leur compte en banque ou de leur patrimoine être plutôt du côté des classes inférieures. Mais pour tout un tas de raisons, parce qu'ils se vivent comme ascensionnels, parce qu'ils considèrent que le mode de vie bourgeois est un modèle, est un but à atteindre, vont plutôt pactiser objectivement avec la bourgeoisie. Mais bon ça, à part prouver que le docteur ne sait pas appréhender des concepts, c'est pas très intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est quand il explique que Bégodeau dit que le bourgeois est pour la préservation de l'ordre établi, alors que le grand Jeff Bezos, qui ne veut que votre bien, a changé le monde. Tu nous dis donc, cher François, que le bourgeois est pour la préservation de l'ordre établi. Mais qui façonne le monde, François? Depuis que Jeff Bezos a créé sa petite boutique Amazon, est-ce qu'il s'est battu pour préserver l'état du monde, ou est-ce qu'il l'a profondément modifié? Victor, tu ne comprends pas les concepts que tu manipules. En quoi Amazon a bousculé l'ordre établi? En quoi le fait qu'Amazon se soit imposé, occupe une position de monopole et ait changé les habitudes de consommation implique à un seul instant que l'ordre établi ait été bousculé? L'ordre établi, ce n'est pas l'état du monde. Arrête d'être confus dans les termes. Oh mais dis le terme! Dis le terme! Puisqu'il faut apparemment te l'expliquer lentement, sache qu'avant et pendant Amazon, c'est toujours les grands propriétaires qui s'accaparent l'essentiel du surplus économique, de la valeur produite. Amazon use de sa position de monopole pour extraire à son compte la valeur produite par les petits vendeurs indépendants, et seuls les plus gros ont la capacité de se prendre une bonne marge en retour. Il faut comprendre que quand un vendeur souhaite vendre son produit sur Internet, il n'a quasiment pas le choix que de passer en partie par Amazon. Et Amazon, en tant qu'immense structure par laquelle transite une part importante des achats et puisque son site est fréquenté par des millions et des millions de personnes, elle peut user de sa position dominante pour forcer les vendeurs à fixer des prix à son avantage. Car toi, si tu veux vendre quelque chose, tu vas faire tes petits calculs de ton côté et tu vas proposer un prix qui te correspond. Mais si les algorithmes d'Amazon considèrent que pour le type de produit que tu vends, le prix est trop haut, tu ne seras pas mis en avant par la plateforme et tu seras noyé dans la masse. Noyé dans la masse, Victor. Tu comprends ce qu'on t'explique? Et encore, je parle même pas de la possibilité de payer pour mettre son produit en avant, ce qui n'est pas financièrement accessible à tous les vendeurs. D'autant plus que tu peux même avoir les ressources pour faire tout ça comme il faut. Si Amazon vend un produit similaire au tien, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, Victor. Et n'oublie pas qu'on a vu que t'es déjà noyé dans la masse, Victor, alors personne ne te verra chialer. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des petits vendeurs, ils se font soit fantomiser, soit ils doivent changer leur prix tout en donnant une part à Amazon, alors que leur production leur coûte toujours autant. Et j'arrive pas à croire que je suis en train de te faire un cours ultra basique d'économie sur les problèmes engendrés par les monopoles, Victor. Tout ça parce que ta compréhension de l'économie résulte d'une partouze entre Laurent Geoffrin, François Langlais et le connard moyen de Business School qui t'explique qu'il doit sa réussite uniquement à son travail et pas au chèque que son père le PDG lui file tous les ans. Son père qui en a tellement marre de voir la gueule de son fils qu'il préfère lui subventionner ses faillites pour qu'il passe le plus de temps possible dans son open space de merde à draguer lourdement la stagiaire. Alors moi j'ai fait la London School of Economics en finance. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans à la banque Barclays en fusion-acquisition. J'ai étudié l'entrepreneuriat à l'université de Cambridge. J'ai lancé 2 boîtes que j'ai foirées de manière assez monumentale. Et ensuite, j'ai eu la chance de créer Sheffield, qui est aujourd'hui le spécialiste de l'engagement via l'événementiel d'entreprise. Oui. Bah, c'est un petit peu tristonné. Alors... D'autant plus que tu reproches à Bégodeau d'avoir recours à une distinction bourgeois contre exploité, et tu prends pour exemple le type qui fait pisser ses employés dans une bouteille pour les rendre plus productifs. Très mauvais choix, Victor, très mauvais choix. Utiliser Amazon comme exemple est encore plus débile quand même les libéraux commencent à voir d'un mauvais œil l'entrave à la compétition que constitue Amazon. Vraiment, Victor, il n'y a que les libertariens un peu débiles, le vendeur de plieuses à t-shirt et Dominique Seux qui sucent autant Amazon que toi dans cette vidéo.
Putain les gars, j'ai trouvé un truc exceptionnel pour remplacer les femmes. Regardez-moi ça. Vous faites. Hop. Moi, je veux porter plainte contre vous et pourtant, je suis pas, disons, un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation délicate. Même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Seuls les ethnomasochistes ou vos détracteurs vous diront le contraire. Alors, il faut arrêter votre métier, merde. Ou alors moi, je vais là-bas et je vous défonce tous, hein, parce que là, j'en ai marre. Pour le dernier point que j'aimerais soulever, on va combiner deux éléments de la tirade du docteur. Et maintenant, dis-moi François, qui sont les opposants objectifs au capitalisme inclusif? Là-dessus, j'ai une piste sur laquelle un intellectuel aussi soucieux du réel que toi ne manquera pas de me suivre. Il suffit de vérifier qui sont les censurés, qui sont les démonétisés, qui sont les bannis des GAFAM. Le nom de Trump, par exemple, me vient à l'esprit. Je te laisse continuer la liste, mais mon idée n'est pas de les réhabiliter. Tu le sais, je n'apprécie pas l'outrance. Mon objectif est plutôt de te montrer que si tu regardes objectivement qui s'oppose au capitalisme inclusif, tu vas tomber sur des gens qui, précisément, sont attachés aux notions que tu te plais à détricoter. L'identité, la tradition, la nation. Imaginons donc un instant que ta dialectique marxiste t'empêche de percevoir que tu es partie prenante de la nouvelle mise à jour du capitalisme. Cette mise à jour, quelle est-elle? Eh bien, nous vivons aujourd'hui à l'heure du capitalisme inclusif. C'est ça le monde que les boutiquiers en chef ont contribué à façonner. C'est ça le nouveau statu quo. Un monde dans lequel chaque citoyen a le droit d'être reconnu dans chacune de ses spécificités ethniques, culturelles, sociales, sexuelles. Le tout afin de pouvoir lui proposer des contenus et des produits toujours plus ciblés. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et maintenant, dis-moi François, qui fait le jeu de ce système de production? Eh bien, il me semble que toutes les fois qu'un intellectuel prend parti pour demander le droit à un nouveau micro-segment d'humanité à être reconnu et respecté, il permet aux tenants du capitalisme inclusif d'affiner leurs recommandations. Il y a des fois des moments qui sont durs à passer dans une vie, hein. Oui, surtout quand c'est long comme ça. Hein. Ouais. Selon Victor Ferry, les vrais opposants au capitalisme inclusif sont ceux qui mettent en avant l'identité, la tradition et la nation. Toujours selon ce grand intellectuel, défendre ce qu'il appelle des micro-segments de l'humanité ferait le jeu du capitalisme. Donc là on comprend que par micro-segments d'humanité, Victor fait référence au marketing des grandes marques qui se voudraient être pro-LGBT, voulant faire la promotion de la diversité, etc. Mais alors mon Victor, tu peux nous expliquer en quoi, par exemple, les LGBT représenteraient un micro-segment de l'humanité, mais ce que mettent en avant ceux que tu identifies comme les opposants au capitalisme, qui mettent en avant l'identité, la tradition et la nation, ne seraient pas des micro-segments de l'humanité? Tu penses que pour Jeff Bezos et le PDG de Netflix, 67 millions de Français ce n'est pas un micro-segment de l'humanité, mais que l'intégralité des LGBT de la planète susceptibles de regarder Amazon Prime et Netflix serait un micro-segment d'humanité? Et encore, je suis gentil parce que je prends la France, qui n'est pas un des pays les moins peuplés du monde, on est d'accord. Donc pour toi, Victor, défendre une autre facette de l'identité, donc ici les traditions et la nation, ça ne va pas dans le sens du capitalisme qui voudrait cibler son marketing. Dissonance cognitive. La défense des traditions et de la nation n'efface en aucun cas la couleur de peau ou l'orientation sexuelle de l'individu. Donc si on en croit ta logique, tu vas juste donner une cartouche de plus au capitalisme pour te cibler, mon petit Victor. Et on n'oublie pas que t'es déjà noyé dans la masse en train de chialer, ça commence à faire beaucoup, Victor, ça commence à faire vraiment beaucoup. Puisque tu aimes les bons mots, je vais te lire une toute petite citation. Et je vais même utiliser un petit générique pour ça. Je vous préviens, le générique il est plus long que la citation, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser. Je vais commencer par une citation. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants ». Je cite, je ne vais pas l'inventer, vous allez me dire « Où sont vos sources ?» Quand je cite, Un aigle venait d'être frappé par une flèche. « Ce sont mes plumes, dit-il. Ce ne sont pas celles d'un autre qui viennent de m'atteindre. » Je vais commencer par une citation. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants ». Je cite, je ne vais pas l'inventer, vous allez me dire « Où sont vos sources ?» Quand je cite, J'y ajouterai juste que Victor semble donc plus bête qu'un oiseau, car sur la publicité qu'il atteint, il n'y voit même pas ses propres plumes. Mais en fait, plus j'y pense, plus en fait il a la ramasse ce gars en fait, non c'est pas, c'est juste pas possible. Donc tu vois bien que c'est débile ce que tu nous proposes là, non? Si le but du capitalisme c'est de personnaliser à outrance les recommandations, tu penses bien qu'ils sont très contents de pouvoir personnaliser leurs produits par pays également, non? Je crois que t'as pas vraiment retenu toutes les publicités mettant en avant la proximité, le Made in France, alors que ces mêmes entreprises dépensent des millions pour tenter d'assouplir les définitions et pouvoir coller un drapeau bleu-blanc-rouge sur un produit fabriqué par un Ouïghour au crédit social aussi négatif que ton QI, Victor. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Disons que il y a beaucoup...
dit beaucoup de vérité. Donc tout ça ne fait que soulever un des points les plus faibles de ton argumentation. Tu considères le capitalisme inclusif comme un système à part entière, alors que l'inclusivité n'est qu'un des chapeaux que le capitalisme ne s'empêche pas de revêtir si ça lui assure des bons revenus. Ces gens que tu identifies comme opposants au capitalisme inclusif ne sont pas des opposants au capitalisme, mais sont des opposants à l'inclusivité. C'est pourquoi d'ailleurs tu ne verras que très rarement ceux qui passent tout leur temps à défendre les traditions tenir des propos qui vont à l'encontre des intérêts capitalistiques. Il y en a même qui poussent à une alliance de la bourgeoisie capitaliste et des classes populaires, alliance qui ne peut que se terminer par la trahison d'une des deux parties puisque leurs intérêts sont fondamentalement opposés. Et je te laisse deviner lequel de ces deux groupes finit toujours par se faire remettre à sa place lorsqu'on voit ce genre d'alliance. C'est vous! Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Historiquement, on a bien vu à plusieurs reprises, et dans des périodes différentes, que le capitalisme ne rechigne pas à changer d'orientation pour assurer ses profits. S'il pouvait être effrayé par l'anticapitalisme affiché des premières années de certains mouvements autoritaires du siècle dernier, il a vite souscrit aux politiques menées par ces idéologies une fois l'anticapitalisme oublié ou exécuté. Ça ne lui pose pas de problème non plus de s'implanter dans des pays qui utilisent des esclaves pour produire dans les usines. Il n'est pas non plus dérangé par le fait de verser des millions d'euros à Daesh pour s'assurer l'exploitation de matières premières. Alors explique-nous, docteur, qui parmi ces champions de la démonétisation et autres victimes de la censure, ces opposants au capitalisme inclusif que tu nous montres, qui parmi eux s'oppose clairement au capitalisme et non à ses atours ? Qui charge le capitalisme en tant que capitalisme et non pas le capitalisme en tant que vecteur de propagande inclusive ? Victor, tu as une vision enfantine des systèmes de production et plus globalement de l'organisation économique du monde, et tu es de surcroît inculte historiquement. Tu n'es pas en capacité de produire quoi que ce soit d'intéressant ou de pertinent sur ces sujets-là. Alors je t'en prie, avant de vouloir donner des leçons aux autres, apprends les tiennes.